Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui à la rencontre d'une DRH, pas n'importe laquelle, la DRH d'Amazon France. Elle nous parle des recrutements, de leurs collaborateurs et des valeurs de l'entreprise. Elle est avec nous sur ce plateau. Smart et réglo, on va revenir avec un avocat sur les mesures mises en place pendant ce Covid. On en a beaucoup parlé. On a peu parlé des accords de branche et il s'est passé plein de choses, notamment dans ces accords de branche pour améliorer le quotidien des salariés. On fera le point dans quelques instants. La pause café, vous la connaissez, c'est avec Fanny Griesmer. On fait une petite pause ésotérique, pourquoi pas. Comment le surnaturel, la voyance aide les décideurs, pas que les hommes politiques, les chefs d'entreprise à prendre les décisions. Oui, il y a beaucoup d'angoisse et parfois on pousse la porte d'une cartomancienne, d'un voyant, parce qu'on est un peu perdu. On en parlera avec Fanny en toute décontraction. Le cercle RH, les Français sont à bout de nerfs depuis presque un an. Ils sont confinés. Situation évidemment complexe et ça se ressent dans les entreprises, troubles psychologiques. On fera le point avec la présidente de l'Association nationale des DRH et avec un psychologue spécialiste de ces sujets. Puis fenêtre sur l'emploi, un marché du travail transparent avec pour base les prétentions de Wanted qui est à la recherche des pépites. Il va tout vous expliquer. Le patron sera avec nous, des pépites qui sont tout simplement chassées justement sur ces prétentions salariales. Combien vous voulez ? On vous trouve l'entreprise et vous partez. Ça sera dans Fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, avec, je vous le disais en titre, la DRH d'Amazon France et Luxembourg, Anne-Marie Husser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. On est très heureux parce qu'on le dit souvent, on accueille beaucoup de DRH sur ce plateau et ce sont souvent des femmes, des hommes, beaucoup de femmes discrètes. C'est un métier de l'ombre, DRH, non ? C'est un métier où on n'est pas celui ou celle qui parle en premier. Vous le ressentez, ça ? C'est un métier un peu où on est en deuxième ligne. Je ne sais pas si on est en deuxième ligne. Moi, je dirais qu'on travaille de concert et main dans la main avec l'ensemble des acteurs qui animent l'activité d'Amazon, que ce soit les fonctions commerciales ou les fonctions support. On travaille vraiment de concert et main dans la main pour servir nos clients, pour servir l'économie française et apporter le meilleur. Voilà. Votre slogan chez Amazon, c'est « Venez comme vous êtes ». Alors, c'est vrai que c'est des campagnes télé, c'est important parce que je pense que ça incarne parfaitement l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous, la DRH. Ça veut dire quoi, venez comme vous êtes, quand vous dites à un salarié, vous avez quand même prévu 3000 emplois, création d'emplois en CDI en 2021, et puis on parlera de tous ceux qui ont été créés avant. Oui. Vous êtes un très gros employeur en France. Ça veut dire quoi dans l'esprit d'un salarié qui pousse votre porte et qui va passer un recrutement ? Je viens comme je suis, c'est quoi ça ? Écoutez, c'est presque ça. En effet, ça résume assez bien la culture de l'entreprise. Peut-être pour rappeler quelques chiffres et rebondir sur ce que vous disiez, Amazon vient d'annoncer la création cette année, en 2021, de 3000 emplois en CDI qui viendront s'ajouter aux 11 500 déjà existants, donc 14 500 CDI à la fin de l'année 2021. Donc une entreprise qui a une empreinte forte sur son territoire, qui est un employeur important pour la France. Et quand vous dites, on vient chez Amazon un petit peu comme on est, moi je le dirais un petit peu autrement, ça rejoint ce que vous voulez dire sans doute, mais chez Amazon, on rejoint avant tout l'entreprise parce qu'il y a une adéquation culturelle entre un candidat et entre cette entreprise. Parce qu'Amazon est l'entreprise qui est idéale pour faire carrière. Vous pouvez rentrer préparateur de commandes, vous pouvez évoluer vers un service informatique, vers une fonction sécurité. Si vous avez envie, à un moment donné, de sortir du monde de la logistique, vous pouvez aller découvrir le monde du e-commerce et développer des marques en ligne et accompagner la transformation digitale des petites entreprises, travailler dans le cloud, travailler au sein de notre régie publicitaire, donc des métiers très pluriels. Vous pouvez rentrer dans un poste aujourd'hui, mais évoluer assez rapidement demain. D'ailleurs, mon mandat, c'est d'accompagner les carrières des collaborateurs à la même vitesse que va l'entreprise. Donc, si on veut Ils doivent courir vite, les collaborateurs. Elle va vite, l'entreprise. Elle se transforme vite. L'entreprise, en fait, offre des perspectives d'évolution qui sont intéressantes et qui permettent à des personnes qui n'ont absolument aucun diplôme
de rentrer dans l'entreprise. Vous pouvez effectivement rentrer en préparation de commande sans aucun diplôme et évoluer ensuite grâce aux programmes de formation qui sont proposés en interne, grâce aux programmes de mobilité. Vous savez, sur certaines fonctions, nous avons également des promotions trimestrielles et 50% de mobilité interne. Donc c'est une vraie réalité. On rentre dans un poste, mais on peut évoluer. Donc le trait d'union finalement à l'ensemble de ces métiers, c'est la culture de l'entreprise. Et nous allons nous attacher à des personnes qui ont le souci du client, des personnes qui ont de la curiosité intellectuelle, qui ont envie d'apprendre. Le client avant tout, hein, c'est aussi un leitmotiv d'Amazon. Alors c'est effectivement le client avant tout. Nous avons la volonté de servir nos clients du mieux que nous pouvons. Ce qui est intéressant chez un client, c'est qu'un client n'est jamais complètement satisfait. D'ailleurs, chez Amazon, nous disons que le client est toujours, éternellement, merveilleusement insatisfait. Et ça vous pousse à trouver de nouvelles solutions, à innover, à apporter de nouveaux services, sans attendre que le client ait à vous le demander. Une question de contexte, parce qu'on voit que ce que vous décrivez de votre entreprise, vous en êtes la DRH, sont des salariés qui évoluent, des salariés qui ne sont pas malheureux, des salariés qui sont actionnaires, vous le confirmez, c'est-à-dire qu'ils sont aussi actionnaires de leur entreprise. Ce n'est pas l'image qui vous est renvoyée de l'extérieur. Comment ça se vit, ça, à l'intérieur de l'entreprise? Pour les cadres, vous faites partie de ces cadres, mais aussi pour les salariés de l'entreprise. C'est vécu douloureusement? Alors, en effet, la politique d'Amazon, c'est de s'engager sur le long terme avec ses salariés. Donc nous avons également une politique de rémunération qui est à long terme. L'ensemble de nos salariés sont actionnaires. Un préparateur de commande, 2 ans, avec 2 ans d'ancienneté chez Amazon, gagne en moyenne 26% de plus que le SMIC. Voilà, donc on a une politique d'engagement attractive et d'engagement à long terme avec nos collaborateurs. Je pense que la façon dont est vécu Amazon de l'intérieur, c'est plutôt des collaborateurs qui sont très satisfaits et qui sont fiers d'appartenir à l'entreprise. D'ailleurs, très majoritairement, ils vous disent qu'ils recommanderaient Amazon à leurs proches. Pendant cette période de pandémie, beaucoup de nos salariés ont travaillé pour accompagner les TPE, PME dans leur transformation digitale, pour les aider à passer ce cap, parce que la France est en retard. Un tissu de TPE, PME absolument formidable, et des savoir-faire français, des artisans locaux merveilleux, les faire basculer vers le très numérique. En retard. Donc on les fait basculer vers le numérique, et nos salariés sont fiers de les accompagner dans cette démarche. Fiers et donc parfois impactés par ce qu'on peut lire, entendre, par des manifestations, parce que Amazon est aussi devenu une forme d'enjeu politique, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a quelques mois, Jean Castex, avant Noël, disait « Oh là là, il ne faut surtout pas acheter chez Amazon ». Enfin, c'est quand même pas n'importe qui, le Premier ministre. Je sais pas. Ça impacte les salariés. Peut-être que parfois, nous pouvons être le porte-voix de certains mouvements, certaines croyances qui sont en tout cas infondées par rapport à Amazon. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nos salariés sont heureux, sont fiers de travailler pour l'entreprise. Et dès lors qu'ils ont l'occasion d'en parler en externe, ils le font de la même manière que moi, de manière plutôt authentique, en parlant de leur vécu. Moi, j'ai envie de vous citer peut-être un exemple ou deux. Vous avez un collaborateur qui est rentré il y a quelques années chez Amazon, informaticien, qui a eu un parcours professionnel qui a été à un moment donné compliqué, qui est arrivé presque par hasard chez Amazon. Aujourd'hui, il est responsable de la sécurité d'un site de 600 personnes. Voilà. Donc ça, c'est la réalité d'Amazon. Des personnes qui viennent trouver une évolution professionnelle et qui peuvent d'ailleurs la trouver aussi au-delà d'Amazon, puisque nous nous engageons à financer des programmes de formation sur des longues durées qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € sur 4 ans pour des personnes qui, à un moment donné, ont envie d'aller sur d'autres secteurs différents. Donc moins de turnover qu'ailleurs, moins de salariés qui quittent l'entreprise, parce que je pense que cette politique salariale attractive, vous l'évoquez, 26% au-dessus du SMIC, donne envie de rester dans la boîte? Elle donne envie de rester. Vous savez, on a une attractivité qui est relativement forte chez les candidats. On n'a pas d'inquiétude particulière sur les taux de départ. Et effectivement, nous accompagnons les carrières, qu'elles soient de la logistique vers la régie publicitaire, vers le e-commerce, à l'international, sur des fonctions d'encadrement. Il y a autant de parcours que d'Amazoniens. Vous l'avez évoqué, on parle beaucoup de la logistique, bien sûr, parce que c'est ce qui est connu. Il y a aussi AWS, Amazon Web Services, le cloud qui cartonne. Vous avez beaucoup de demandes sur cette partie-là d'Amazon, cette branche-là d'Amazon qui est un peu moins connue du grand public? Alors oui, effectivement, c'est une activité qui est en forte croissance, qui reste relativement récente dans le monde. Elle a juste quelques années, cette activité. Et ça cartonne. En très forte croissance. Elle a permis aussi d'accompagner beaucoup d'entreprises dans cette période de pandémie, puisqu'ils ont eu besoin d'avoir des systèmes informatiques adaptés à du travail à domicile accru. Les domaines hospitaliers aussi ont besoin de ce type de support. Donc l'activité cloud a été au rendez-vous et nous recrutons de manière importante également dans cette activité.
venez comme vous êtes, donc vous êtes venu vous aussi comme vous étiez chez Amazon pour en devenir la DRH. Est-ce qu'il y a des moments quand vous vous arrêtez, vous dites, c'est quand même incroyable ce qu'a réussi Jeff Bezos qui va rendre les clés d'ailleurs à celui qui dirige aujourd'hui AWS. Oui. Est-ce que vous regardez cette entreprise comme une sorte de miracle incroyable? Un homme décide de créer cette entreprise, il la crée et ça devient Amazon. Alors ça se fait jamais avec une baguette magique. Bon, déjà, Jeff Bezos reste président exécutif d'Amazon, passera la main sur la partie direction générale à Andy Jassy, qui est le patron du cloud computing, d'ici au 3e trimestre de l'année 2021. Mais il restera quand même impliqué dans la stratégie de l'entreprise. Il sera là. Je pense que quand on a une vision, et surtout lorsque cette vision de départ et les éléments forts de la culture restent intacts aussi longtemps, c'est qu'il avait vu juste. La vision de départ, elle était très orientée client. C'était de mettre à disposition de tout lecteur à travers le monde n'importe quel livre qui un jour a pu être édité. Cette vision, elle a été réalisée, non seulement réalisée, mais elle a été bien au-delà, puisqu'aujourd'hui on ne vend plus que des tous les produits, beaucoup de produits, mais avec ce même souci du client, apporter une sélection la plus large possible, des prix les plus bas possibles et mettre finalement tous les Français et toutes les personnes à travers le monde sur le même pied d'égalité par rapport à l'accès à cette sélection. On risque de déborder un tout petit peu dans le temps. Je vous pose cette question. On parle des métiers qu'on ne connaît pas demain. Il y a des choses encore que vous allez inventer ou vous êtes au bout de votre modèle, de votre développement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça où Amazon dit on va aller sur le recrutement, on va aller sur l'emploi, Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui et qu'on ne connaît pas évidemment? Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de partir du client. Donc, est-ce que nous avons servi tous les besoins du client aujourd'hui et à l'avenir? Certainement pas. Donc, on a encore un avenir long devant nous. Chez Amazon, on dit still day one. On est toujours au premier jour. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Still day one. Merci Anne-Marie Hussière d'être venue sur notre plateau. Vous reviendrez bien nous parler peut-être des innovations, des nouveautés que propose Amazon, directrice des ressources humaines, DRH des ressources humaines, Amazon France et Luxembourg. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Smart et Réglo, ça va vous intéresser? Les DRH font du droit, évidemment, les accords qui ont été passés pendant cette année de Covid, il y en a eu beaucoup. On a peu parlé des accords de branche, on en parle avec un avocat, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, notre rubrique juridique chaque jour, pour faire un point, un éclairage précis, et on parle aujourd'hui de l'efficacité des mesures mises en place pendant la crise Covid. Alors il y en a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé ici, et pas uniquement dans notre rubrique Smart et Réglo. Michael Daliende, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Atlanta. C'est bien ça? Altana et c'est Daland. C'est Daland. Alors là, j'ai tout faux. C'est Daland, alors que j'avais peut-être la consonance chilienne. Oui, mais c'est le côté international du cabinet qui a Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous aviez envie notamment de nous parler des accords de branche. On a beaucoup parlé des accords dans l'entreprise, du dialogue social, des accords qui ont été signés. Ça s'est plutôt d'ailleurs bien passé. On n'a pas parlé des branches. Elles jouent un rôle important. Il y a eu des choses importantes qui ont fait bouger les lignes dans les branches? Oui, absolument. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on s'est beaucoup interrogé sur ce que faisaient les entreprises ces derniers mois, sur ce qu'elles devaient faire. On s'inquiète pour elles. Et on a un petit peu oublié le rôle assez fondamental des branches qui, en droit du travail, dans un monde normal, quand même fixe de manière assez large les normes qui s'appliquent aux salariés. On a des branches professionnelles qui vont couvrir des dizaines, des centaines de milliers de salariés. C'est colossal, oui. C'est absolument colossal. Et on peut se poser la question... On n'en parle pas de ces branches, même dans les médias. Elles sont un peu souvent absentes. On en parle un peu moins. Alors que pour autant, elles ont eu un rôle assez important ces derniers mois. Il y a eu, d'après ce que nous dit le ministère, 90 accords de branches de gestion de crise depuis le mois de mars dernier. Alors, c'est à mettre en perspective des 9000 accords signés au niveau des entreprises. Voilà. L'opération n'est pas le même. Maintenant, il suffit d'un accord qui couvre la métallurgie ou le Syntec pour qu'on ait 2,5 millions de salariés qui soient couverts par un accord de branche. Donc, tout ça est à relativiser. Vous, l'avocat, excusez-moi, c'est important, vous êtes évidemment le nez dans ces accords lorsqu'ils ont été validés, publiés, vous les examinez parce qu'ils peuvent transformer ou modifier pas mal de choses. Oui, absolument. C'est du préambule jusqu'à l'alinéa au fin fond d'un article, tout a un sens, bien sûr.
Les branches, rappelons-le, négociation des partenaires sociaux avec des représentants de ces partenaires sociaux, syndicats, qui vont être les négociateurs des branches. On est bien d'accord? Absolument, absolument. Ce sont les syndicats au niveau du dessus, tout simplement. Qui fixe les règles de cet accord? Qui décide de transformer quelque chose qui était là depuis 40 ans et qui dit, à cause de cette crise Covid, nous allons nous réunir? Qui fixe, je dirais, l'ordre du jour de ces négociations? Alors, assez souvent, il y a quand même des calendriers de négociation qui sont arrêtés au niveau des branches. Ce qu'on a vu, et votre question est intéressante à cet égard, c'est que au début de la crise, il y a une volonté de certaines branches de signer des accords de méthode en se disant on va se réunir à telle périodicité pour discuter de tel thème qui va nous sembler structurant. Et puis finalement, si la situation sanitaire évolue et qu'on doit basculer sur un autre thème, ce ne sera pas très grave. Au moins, on aura pris date. Qu'est-ce qui a changé? Des exemples concrets de choses qui ont été validées lors d'accords de branche et qui ont changé le quotidien des salariés? Alors, je pense aux accords APLD, allocation partielle de longue durée. On a une petite vingtaine d'accords qui ont été signés. C'est pas beaucoup pour l'instant. C'est pas énorme. Alors, il y a quand même des branches qui ont tenté de négocier des accords et qui ont échoué. Parce qu'en fait, il faut des contreparties en termes de maintien dans l'emploi. Et il y a des branches qui n'ont pas voulu s'engager pour les entreprises. C'est quand même assez compliqué. C'est tout l'enjeu. Parce que rappelons-le que c'était du donnant-donnant. Oui. C'est-à-dire qu'on valide un accord de longue durée, mais en contrepartie, vous maintenez l'emploi dans l'entreprise et ne pouvez pas arguer de difficultés économiques pour lancer en parallèle un plan social. On est bien d'accord? Absolument. Ce qui est donc plus simple à paramétrer au niveau d'une entreprise qu'au niveau d'une branche qui peut connaître d'entreprises avec des sorts et des situations financières très différentes. Les avocats qui sont en première ligne juridique lors de ces changements, est-ce que vous avez vu une accélération ou une dérégulation finalement du marché du travail à l'aune de cette crise Covid? Est-ce qu'il y a eu des transformations? Et vous dites, l'avocat que vous êtes, on ne reviendra plus en arrière. Alors, au niveau des branches, il y a plutôt une volonté de s'adapter. On a donc les APLD. On a eu également des accords sur, vous savez, les congés payés imposés par l'employeur. On a eu des accords sur ce thème-là. Des accords de gestion prévisionnelle des compétences, notamment pour assurer de la formation pour les salariés les plus anciens ou les plus jeunes qui ont du mal à se positionner sur le marché du travail. Ça, c'est au niveau des branches. Et ensuite, au niveau des entreprises, là, pour le coup, il y a une liberté qui, me semble-t-il, un peu plus grande qu'au niveau des branches qui ont d'autres contraintes. Parce que au niveau d'une entreprise, théoriquement, rien n'empêche la direction de dénoncer l'ensemble des accords d'entreprise, les usages, les engagements unilatéraux. Ce n'est pas le cas pour les branches. C'est plus compliqué. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Détricoter un accord de branche, c'est plus compliqué que de défaire un accord d'entreprise. Oui, c'est certain, c'est beaucoup plus impliquant au niveau de la branche et il y a toujours un impact politique qui est plus lourd. Les prochains rounds là, au niveau des branches, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, elles supervisent en fait des activités, des métiers, donc tout ça reste toujours un peu opaque. Les prochains rounds, là, vous attendez à des modifications ou les choses risquent de rester relativement stables? Parce que le contexte est tendu, on nous parle d'un reconfinement, j'imagine l'inquiétude des entreprises là aujourd'hui. Oui, alors peut-être qu'on va continuer sur l'activité partielle, pas forcément l'APLD, mais par exemple le niveau d'indemnisation de couverture de l'activité partielle, c'est un sujet. On aura aussi les salaires, mais qu'est-ce que ça va donner? Quelle branche voudra s'engager à revaloriser de manière significative les minima par les temps qui courent? Donc, il risque d'y avoir un petit peu d'attentisme au niveau des branches et peut-être qu'au-dessus des branches, il y aura un accord international, interprofessionnel, comme on a pu le voir sur le télétravail au mois de novembre dernier. Merci Michael Dalende, je l'ai bien dit? C'était Dalande. Dalande, mais vous voyez, vous êtes presque. Mais vous reviendrez, Michael Dalande. Très bien. Vous reviendrez parce que j'ai écorché votre nom de famille. Avocat en droit social, vous l'aurez compris, viendrez nous éclairer sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. La pause café, c'est tout de suite. On se détend. Alors vous allez voir, les avocats, c'est le droit. Fanny Griesmer s'intéresse aux arts divinatoires. Bah oui, pour prendre une décision, parfois c'est la panique. Et on va voir la cartomancienne, la voyante, pour prendre la bonne décision. Elle nous raconte tout. C'est un sujet évidemment tabou et pour le moins secret. La pause café avec Fanny Griesmer. C'est parfois des discussions que l'on a à la cafette d'ailleurs. Quand on se connaît bien, quand on est un peu complice avec ses collègues, parfois on avoue être allé voir une voyante, une cartomancienne. Et ça ne se joue pas qu'au niveau des collaborateurs, Fanny, ayant travaillé sur ce sujet, ça se joue aussi au plus haut niveau de l'État, vous allez nous en parler. C'est un peu l'incertitude qui pousse parfois l'angoisse, l'incertitude, la peur du lendemain. On se dit, c'est ça. Pas le choix. Je vais pousser la porte d'un voyant. Cafette ou bureau,
Je sais pas, on vous a déjà lu votre signe, votre horoscope. L'astrologie. Bon, moi, je sais que vous êtes vierge. Alors aujourd'hui, bon, je suis allée faire un petit tour quand même. Qu'est-ce qui va vous arriver aujourd'hui ? Eh ben, écoutez, voilà, votre besoin d'aimer est partagé. Bien Voilà. sûr. Donc, plutôt bonne nouvelle. Du courage, il vous en faut beaucoup. Or, ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Et puis sur un autre, parce qu'on va croiser un petit peu, on va retenir ce qui vous arrange. C'est super. Il vous sera difficile de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Vous pourriez aussi être confronté à quelques difficultés. Et niveau de forme, un petit peu de nervosité. Vous y retrouvez un petit peu votre compte ? Oui, on pioche un peu dans l'astrologie. Oui, on pioche. On garde ce qui Je vais prendre le premier, était meilleur. Allez, on garde le premier. Bon, en tout cas, là, je ne sais Mais pas. qui n'a pas fait ça ? Mais tout le monde, on se lit, voilà, t'es quel signe, et voilà, on lit l'horoscope. En tout cas, l'astrologie, ou plus largement les arts divinatoires, fascinent un certain nombre d'entre nous. Selon une étude YouGov réalisée pour Femina.fr en août dernier, 28% des Français croient en l'astrologie. Ça me semble assez énorme. 28%. Est-ce que vous en faites partie ? Non, pas plus en que tout ça. cas, je me suis intéressé à cet art pour essayer de comprendre comment on faisait le thème astral. Et donc, effectivement, c'est assez scientifique. Il faut s'y pencher un peu. C'est quelque chose d'assez complexe. Alors, c'est pas reconnu en tant que tel comme une science, mais il y a un caractère scientifique à la naissance et à l'heure de naissance qui fait qu'on a un thème. C'est quoi ? C'est un peu le je t'aime, moi non plus ? Totalement. Hein. L'astrologie, c'est un savant mélange entre fascination, distraction, peut-être vérité quand certains le lisent avec un sourire dubitatif. D'autres prennent ces prédictions très au sérieux. Mercure rétrograde et leur journée est fichue. Oui. Bon, faut-il pour autant, et est-il intéressant d'interpréter d'éventuelles correspondances entre l'agencement céleste et le quotidien des êtres humains ? À chacun d'en juger. Une chose est sûre, tout le monde a déjà lu au moins une fois son horoscope. Horoscope qui parle de nous, on parle de notre horoscope, pourtant très vague. Ce sont des énoncés d'ordre général où on essaye de trouver des liens avec notre vie personnelle. Eh bien, sachez que dès lors que l'on arrive à interpréter ces énoncés très très vagues en fonction de nous et ce qui nous arrive, en psychologie, on appelle ça l'effet Barnum. Je trouve ça assez fascinant. Effectivement, on vous dit des contretemps, un voyage annulé, et tout de suite, on rapporte ça à notre expérience. On ramène à c'est quand même assez dingue. Il ne faut pas oublier que quand même, il y a des millions de personnes qui sont nées le même jour que vous, voilà, qui ont le même signe, et qui, a priori, n'ont pas forcément la même vie. Comment vous expliquez cette percée, encore que je ne sais pas si on peut parler de percée, des arts divinatoires ? C'est un quoi ? boom. C'est la crise, l'angoisse ? Un boom, oui. Alors, déjà... Quand on pense aux arts divinatoires, c'est vrai qu'on a cette image un petit peu vieillotte. Je ne sais pas pour vous. La cartomancienne voilée. On imagine Madame Irma avec sa boule de cristal. Clairement, une chose a changé la donne, c'est Internet. Bien sûr, le secteur s'y est offert une belle cure de jouvence. Les applications, les comptes Instagram ou TikTok dédiés se développent. Une présentation plus ludique, voire décalée, second degré et surtout beaucoup moins ésotérique. Une approche clairement différente qui mêle psychanalyse, développement personnel et cela semble séduire les plus jeunes, mais pas que. Donc on observe vraiment un regain ces dernières années, encore plus marqué ces derniers mois, et vous le disiez, la crise n'y est pas étrangère. Cette crise que nous traversons qui a quelque chose d'assez irrationnel. Alors pourquoi ne pas se laisser convaincre par des pratiques qui ne le sont pas totalement ? Les Français seraient de plus en plus nombreux à tenter de se rassurer à travers les arts divinatoires et tenter de répondre, si possible, positivement à cette question de quoi demain sera fait. De quoi sera fait mon avenir ? Votre avenir, ce ne sont pas que vos amours, c'est aussi votre vie professionnelle et c'est là que ça nous intéresse. Elles ont trouvé leur place dans le monde du travail ou ça reste tabou, secret ? C'est quelque chose dont on ne parle pas sauf à ses amis ou ses proches ? Alors, ça a trouvé sa place, mais très discrètement. C'est ça, très discrètement, rangé sous un classeur. Les chefs d'entreprise lisent-ils leur horoscope ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, certains n'hésiteraient pas à pousser la porte de voyants, médiums, ou plutôt de consultants atypiques, une facette assez peu connue du conseil aux entreprises, des femmes et des hommes qui, eux aussi, voudraient savoir de quoi demain sera fait. Outre-Atlantique, la pratique des arts divinatoires s'est largement imposée, ce n'est pas du tout tabou chez les décideurs. On a son médium, son professionnel, son guide spirituel attitré et on ne s'en cache pas, c'est même tendance pour tout vous dire. En France, c'est beaucoup plus discret, cela reste vraiment de l'ordre de l'intime. On ne l'avoue que très rarement, on n'assume pas en fait d'avoir recours à ce qui n'est pas une science, à l'irrationnel pour prendre des décisions majeures qui ne sont pas
que personnel. En tout cas, ce sont donc, vous l'imaginez bien, les médiums qui confient recevoir des dirigeants, pas l'inverse. Sans jamais dévoiler leur identité. Pour les aider, alors à quoi ils servent? Ils peuvent aider à déceler les bons profils pour tel ou tel poste, les aider à développer leur activité, trouver des réponses, parce qu'on se pose pas mal de questions, surtout en ce moment, leur livrer des pistes de réflexion pour les aider à prendre des décisions, si possible les bonnes, car derrière les prédictions et les femmes et les hommes qui les formulent, il y a avant tout de fins psychologues, une oreille attentive, beaucoup d'empathie. Ce sont un petit peu des coachs finalement, des coachs de dirigeants à leur manière. Et en fait, en réalité, ça ne date pas du tout d'hier. Ça a infusé, comme vous aimez le dire, dans les plus hautes fonctions de l'État. On se souvient que les anciens présidents comme Ronald Reagan, François Mitterrand, mais également le général de Gaulle, avaient leur astrologue attitré, Jacques Chirac également, pour les conseiller dans leurs décisions. Bon, carte, numéro, astre, je ne sais pas si ça vous tente. En tout cas, pour les plus cartésiens, il reste les prévisions des économistes. Bon, là, je ne sais pas si cela va forcément vous dire la bonne aventure. C'est moins fun. Mais le cours de la bourse donne des indications aussi sur l'état de l'économie. Croiser éventuellement toutes ces données. Ça vous aide pas pour le grand amour. Ce côté non palpable, en fait. Invisible. Ça reste de la prévision, de la croyance. Ce qu'on retiendra aussi, il y a quand même dans ce marché qui pèse un poids énorme, beaucoup de distractions. Combien de milliards? C'est quoi? Je crois que c'est 3 milliards. 3 milliards dépensés chaque année. C'est pas un phénomène mineur. Non, c'est mineur. C'est secret, mais il n'est pas mineur. Mitterrand avait choisi la date de Maastricht grâce à Elisabeth Tessier, faut-il le rappeler. Ça, c'est de l'aide à la décision. C'est de l'aide à la décision. C'est pas tant un soutien à la décision. De prévoir l'avenir, mais c'est... Je regardais sur Internet, alors vous pouvez trouver comment gérer votre patron en fonction de son signe astrologique, mais vous avez aussi le thème astral de votre entreprise. Le thème astral de votre entreprise, et puis le jeu de tarot que Fanny m'a laissé sur le plateau, on va peut-être pouvoir le regarder avec mes invités. Un ancien tarot de Marseille. Le célèbre tarot de Marseille. Merci Fanny. Je n'ai pas lu votre horoscope, mais je le lirai après l'émission parce que je ne connais pas votre signe. C'était un plaisir de vous accueillir. Je suis peut-être un peu nerveux aujourd'hui, vous n'avez pas tort. Je suis peut-être un petit peu tendu, comme me dit l'horoscope. On fait une courte pause. Tiens, une pause, et puis on se retrouve avec mes invités dans le cercle RH, qui est notre débat. On va s'intéresser à la situation des DRH, les DRH qui étaient en première ligne et qui sont en première ligne pour venir en aide aux salariés avec des troubles psychologiques, avec des moments parfois difficiles à traverser, notamment lorsqu'on est en télétravail. On fait le point avec la présidente de la NDRH et puis avec un psychologue spécialiste, médecin spécialiste de ces questions. Restez avec nous, c'est dans quelques secondes. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au défi post-Covid. Alors c'est un peu compliqué d'en parler de ce défi post-Covid, puisqu'au moment où je vous parle, on nous annonce peut-être un nouveau confinement. C'est vous dire évidemment que les salariés, que les chefs d'entreprise, que les DRH sont quand même un peu dans le brouillard. On va en parler avec eux à travers la voix d'Audrey Richard, qui est la présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Vous êtes vous-même DRH et vous représentez quoi, 10 millions de salariés? Vous avez fait un calcul un peu savant? Oui, au sein de l'ANDRH, nous sommes 5000 membres et on a regardé combien on représentait de la population active et on est autour un peu plus de 11 millions de salariés. 11 millions et de salariés. Répartis sur l'ensemble du territoire national sous la forme de groupes locaux. De groupes locaux, on en parlera peut-être parce qu'il y a un débat de territoire. Aujourd'hui, on confine par territoire. Ça change évidemment la donne pour les chefs d'entreprise. Éric Albert est avec nous. Bonjour Éric Albert, psychiatre et associé gérant du SAI. Alors auparavant, votre société s'appelait IFAS. Oui. Et puis en 2015, je crois, voilà. Vous avez intégré YouSide, psychiatre, expert, spécialiste des troubles psychologiques. Vous avez écrit beaucoup de livres, un des spécialistes en France de ces sujets. Avant de vous donner la parole, d'abord un mot quand même. On va parler des troubles psychologiques, on va parler aussi des DRH, parce qu'on ne parle jamais des troubles psychologiques des DRH, mais ils sont en première ligne et ils encaissent. D'abord, cette séquence de vaccination en entreprise. On en avait parlé ici sur ce plateau avec des spécialistes qui nous disaient que globalement, ils ne voyaient pas vraiment le calendrier. Officiellement, ça commence aujourd'hui dans les entreprises. Bonne nouvelle, communication ou réalité? Parce qu'on n'a pas beaucoup de doses là. Oui, alors aujourd'hui, c'est une date importante puisqu'on peut commencer les vaccinations avec les médecins du travail en entreprise. Globalement, les DRH et les entreprises vont participer
participé et vont aider dans cet exercice. Elles vont aider soit en communiquant de façon importante dans les entreprises, soit en donnant du temps, ou soit en organisant elles-mêmes la vaccination. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a quand même une différence de traitement entre des salariés qui travaillent dans des grosses structures et d'autres dans de plus modestes. On voit que dans les... Il faut un encadrement médical, il faut voilà, c'est ça. Pas simple. Dans les grosses structures, on a le local qui va bien, on a le médecin qui est internalisé, et ces entreprises ont été habituées puisqu'elles ont procédé à de la vaccination grippe. Voilà, donc celles-ci vont traiter la vaccination. Elles ont le savoir-faire, la méthodo. Voilà. En revanche, les autres entreprises, elles n'auront pas les moyens. Donc voilà, il faut veiller à cette différence de traitement dans les entreprises. Éric Albert, on va parler des troubles psychologiques de ces salariés qui, avant Covid, avaient déjà des troubles. Je pense que les choses ne se sont pas arrangées depuis mars dernier, mais le fait qu'on dise à des salariés d'une grande entreprise, votre entreprise vous vaccine, c'est quand même un élément très rassurant pour les salariés. On se dit, bon, voilà, là je franchis une étape importante. Oui, enfin, il faut se méfier du décalage entre l'annonce et la réalité. La fausse joie. Parce que madame me disait, juste avant qu'on rentre en studio, que dans son entreprise, plus de 3000 personnes, ils ont 10 doses. Donc, oui. Donc c'est-à-dire 60 on fasse salariés. très attention en ce moment à ces effets d'annonce qui ont un effet en réalité... déceptif. Ben oui, qui rajoute à cette espèce de sentiment collectif qu'on a de arrêter de nous baratiner. C'est exactement ça. Arrêter d'en rajouter. Évidemment, c'est très important qu'on multiplie les endroits où on peut vacciner, puisque c'est le sujet qu'on a, qui est un sujet de vaccination de masse. Il faut qu'on multiplie les endroits où on peut vacciner. Certes, c'est logique de parler d'entreprise. Encore faut-il. L'entreprise est évidemment un lieu parfaitement adapté à ça, et la médecine du travail peut vraiment trouver sa place là-dedans. Maintenant, il faut avoir des doses. Les faits, les doses. Sinon. D'un mot, parce que c'est vrai que j'ai vu que le ministre Pietrasanta avait annulé une visite dans une banque pour faire un petit peu de communication autour de la vaccination. Alors je ne sais pas le motif qui justifie l'annulation. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de doses? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous êtes prêts. Globalement, les grandes entreprises se mettent en place pour pouvoir accueillir, se mettent en place, restons modestes. Sauf que si vous avez 10 doses, il y a un caractère déceptif. On les tire au sort, les salariés? Comment on fait là pour vous dans votre entreprise? Non, ça marche. Ça va fonctionner sur la base du volontariat, et on est sur la tranche d'âge 50 ans, 64 ans inclus, avec des salariés atteints de comorbidité. Donc ce sont ces salariés qui vont être concernés. Prioritaires pour recevoir la première dose. Faut-il rappeler que c'est la seconde dose et que le calendrier d'Olivier Véran, de toute évidence, ne pourra pas tenir tel qu'il l'avait prédit, puisqu'on a parlé d'astrologie tout à l'heure, tel qu'il l'avait prédit, parce qu'évidemment ça ne tiendra pas. Basculons rapidement quand même le caractère déceptif, l'angoisse des salariés. Ça fait presque un an maintenant que les salariés sont ballottés de confinement, retour en entreprise. Certains sont en 100% full remote. D'abord, comment vous allez, vous, Audrey Richard, à la tête de l'Association nationale des DRH, donc vous êtes le réceptacle de toute l'angoisse des DRH, et puis vous-même, DRH dans une entreprise, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous travaillez, vous recevez, vous répondez. Comment vous vous sentez? Alors, les DRH, depuis un an, en effet, sont en première ligne avec leur DG, leur président. Ils sont à la manœuvre pour expliquer les textes, pour mettre en place, pour assurer tout le collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'exercice du DRH, on a ce collectif, mais au quotidien, on gère l'individu et on laisse personne sur le bord du chemin. Donc les DRH ont montré depuis cette année qu'ils assuraient, qu'ils étaient en première ligne et qu'ils assuraient que l'activité, le business continuait. Et ça va se poursuivre. Avec des situations difficiles parfois ? Bien sûr, je parlais de situations individuelles. On en gère tous au quotidien et ça, on ne le communique pas, on ne le dit jamais. Il y a beaucoup de pudeur quand même. Je vous pose une question sur vous, vous me répondez par le collectif. C'est intéressant, vous avez remarqué, docteur ? Ça ne m'a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé. Enfin, vous n'êtes pas psychanalyste, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de moi à nous. Mais de fait, le RH a été mis dans une posture, entre guillemets, de héros. Dans lequel on l'a découvert. On l'a découvert, dans lequel on lui demande d'être extrêmement exposé
avec peu de moyens, parce qu'il a besoin, entre guillemets, de sauver une situation d'urgence. Et plus ça va, plus il est sollicité par rapport à des besoins des uns et des autres. Sursollicité même d'ailleurs. Et c'est exactement les conditions qui créent le burn-out. Parce que je fais des choses, je m'aperçois que c'est utile, je m'aperçois que même si je ne le faisais pas, personne ne le ferait, et c'est indispensable pour les gens pour lesquels je le fais. Et donc, je ne m'autorise pas à me dire, je me mets en retrait, j'ai besoin de récupérer moi aussi. Ça, c'est la zone rouge, là, c'est le danger. Et là, on rentre dans la mécanique du burn-out, qui est une mécanique. On va en voir énormément de burn-out, je pense. Moi, je vois bien que, y compris moi, dans mon entourage, si je ne suis pas très, très attentif, les gens sont dans une logique, beaucoup de gens sont dans une logique sacrificielle. C'est-à-dire qu'on est dans la crise. Et comme on est dans la crise et que les gens souffrent autour de moi et que c'est difficile, je me mets dans une posture qui est une posture sacrificielle, qui est la posture du burn-out. Comme en guerre, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup comparé à la guerre, il y a un peu cette idée-là. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est d'Audrey Richard ici, mais ce qui est vrai, c'est que pour beaucoup de DRH, on est dans ce type de situation. Audrey Richard, Alors, je vous rassure, je ne suis pas en pré-burn-out. Non, là, on voulait avoir la réponse. On l'a eu, cette réponse. Elle a parlé à jeu. Monsieur Albert, un point, je vous rejoins sur un sujet. En effet, les sujets traités par les RH ont été élargis de façon importante depuis quasiment une année. On est intervenu évidemment sur la partie droit du travail, organisation, mais aussi santé, sanitaire, déjeuner, sommeil, bien-être. Donc, et tout ça, c'est arrivé chez nous. On a traité et on est sur le front, en effet. Ils peinent vos collègues des RH ? Et alors justement, un peu forcément. Difficile de dire ça. Forcément, c'est difficile. Ce qu'on peut voir au sein de la NDRH, on a mis une cellule d'écoute psychologique à disposition de tous nos membres. Et ce qu'on a vu en janvier, c'est qu'il y a eu une augmentation de 50% des appels. Donc, en effet, je vous rejoins. C'est difficile pour les DRH. Maintenant, en tout cas, besoin de parler. Voilà, besoin de parler, de s'exprimer. La NDRH, dans sa mission, elle est là aussi pour faciliter le travail au quotidien en fournissant de la matière, des notes, des mémos pour faciliter le travail au quotidien. Puis il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de... Et faut se rassurer, j'imagine. Ouais, et justement, tout à l'heure, je parlais des groupes locaux. Nous, on est organisés, on a maillé tout le territoire pour que justement, il y ait des échanges entre pairs, des échanges de bonnes pratiques. Et je peux vous garantir que ces échanges, ils marchent vraiment en termes de soutien. Voilà, c'est exactement, c'est ce qu'on... Là, c'est le médecin psychiatre, c'est intéressant, les mots, il faut mettre des mots. C'est ce qu'on appelle le soutien social, et donc qui est un élément absolument central de la gestion du stress. C'est-à-dire que le premier élément qui nous permet de gérer notre stress, c'est d'avoir autour de nous un système de soutien social qui nous permet de parler de ce qu'on ressent, qui nous permet de trouver de l'info quand j'ai besoin, qui nous aide à résoudre nos problèmes de bonne qualité. Bon. Et donc là, on crée du soutien social entre pairs. Donc c'est hors entreprise, c'est entre pairs, ce qui amène vraiment quelque chose. Le problème qu'on a aujourd'hui avec la dispersion liée au télétravail, c'est que le soutien social qui se faisait de façon naturelle dans la vie quotidienne à la machine à café. Et oui, il n'y a plus ça. Je voyais mon collègue qui avait une tête un peu... Ça va pas bien. Ah bah viens prendre un café. Bon, et bien ce soutien social-là n'existe plus, et surtout les collègues les uns par rapport aux autres, parce que ce qui est très important, c'est l'horizontalité dans le soutien social. Les collègues les uns par rapport aux autres ne se sentent plus, entre guillemets, la responsabilité de l'autre que je ne vois pas tous les jours. Et puis la distance physique. Et donc il faut recréer artificiellement, ce que vous avez fait à l'NDRH pour les RH, mais à l'intérieur de l'entreprise, il faut recréer des systèmes de petits groupes de 3-4, de gens dont on sait qu'ils vont se parler tous les jours, non pas de boulot, mais de leur vie. Bien sûr, c'est très important. Et quand je vais voir que quelqu'un va pas très bien, je vais alerter. C'est-à-dire que je vais lui dire, écoute, fais-toi aider, et puis sinon, je vais en parler un peu aux autres en disant qu'il va pas très bien, comment on peut l'aider. Et je vais en parler à la DRH d'ailleurs. Et éventuellement, effectivement, je vais dire à la DRH, je trouve que machin, il va pas très bien en ce moment. Ça vous est arrivé d'aller jusqu'à frapper à la porte d'un salarié pour l'aider? Parce que c'est une réalité, ça. Alors,
personnellement, en tant que DRH de mon entreprise, de ma structure, je le disais tout à l'heure, on est amené à traiter de problématiques individuelles. Et en effet, dans mon équipe RH, on a été amené à aller frapper à la personne d'un de nos collaborateurs qui ne répondait plus. Et donc, on était tellement inquiets que oui, on a été jusqu'à son domicile. Donc, il était là et il était en effet déprimé. Et du coup, ça a permis d'ouvrir le dialogue, de proposer des choses. Mais de façon plus large, aujourd'hui, dans les entreprises, les DRH investissent beaucoup et ont investi beaucoup sur de la formation au niveau des managers, sur comment on gère une équipe en remote et à distance. En mettant de l'humain, en mettant des mots, de la souplesse. Ce qu'on voit et ce que les DRH nous remontent, c'est qu'aujourd'hui, les formations, elles sont un peu plus axées sur de la détection de signaux faibles. Ouais. Parce que les DRH ont ces connaissances-là, pas forcément les managers. Non, donc aujourd'hui, on investit en termes de formation. Juste un mot, on reviendra en quelques mots sur votre étude, elle date de quelques semaines, qui était moins noire que ce qu'on attendait, ce que vous attendiez, c'est-à-dire des entreprises qui ont décidé de ne pas se séparer de collaborateurs, en tout cas, ils sont peu nombreux à le dire. Ça, c'est un élément rassurant pour l'économie, mais néanmoins, il reste ces fameux signaux faibles. C'est quoi? C'est l'usure du temps, c'est le fait qu'on ait l'impression, et on est tous dans ce cas-là, qu'on ne sort pas du tunnel. On pensait qu'en mars, on irait mieux, mais en mars, on nous dit qu'on va être confiné. Il y a comme ça une sorte d'usure psychologique terrible. Voilà, et qui est liée au fait qu'on a beaucoup de mal à passer de « on vit une crise, ça va s'arrêter, ça va reprendre comme avant ». Ça, c'était la mentalité dans laquelle on a toujours tous été au cours de l'année 2020. Toute l'année 2020, premier confinement en disant vivement septembre, septembre en disant vivement la fin de l'année. Et donc, c'est passé. Et à autre chose qui est une nouvelle normalité. C'est-à-dire qui est d'appréhender la réalité qu'on a en ce moment comme étant une nouvelle donne, et dans laquelle la question c'est comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle donne et qu'on y trouve de l'épanouissement, du plaisir, etc. Et non pas dans l'attente. Le piège de l'attente est énorme. C'est pour ça que quand on parlait des vaccins tout à l'heure, on disait on va pouvoir vacciner l'entreprise, tout le monde se dit ça y est, ça va finir. Et puis patatras parce qu'il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses, etc. Et donc ce côté d'attente qui n'est jamais qui n'est pas résolu, il n'y a pas de résolution cette histoire. Ça ne se résout jamais, est extrêmement usant. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par des angoisses psychologiques. Ça va. C'est surtout d'abord quelque chose qui est très déceptif, un environnement du coup émotionnel qui n'est basé que sur la frustration. Donc, je suis toujours frustré de quelque chose que je n'ai pas. Et donc, je me mets dans une dynamique émotionnelle qui est une dynamique émotionnelle très négative. C'est ça. Voilà. Et donc, l'enjeu qu'on a, c'est comment est-ce qu'on retrouve une dynamique émotionnelle positive. Et alors là, la psychologie positive nous explique que c'est tout à fait faisable. C'est juste un exercice à faire sur nous-mêmes. C'est un travail sur soi-même, accompagné. Voilà. Et en collectif. Ça, vraiment, quand les gens le font en collectif, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a des aspects très positifs à ce qu'on vit. Notre rythme s'est ralenti. Si vous prenez tout ce que disaient les gens jusqu'à fin 2019, ils vous disaient j'en ai marre, ça va trop vite. Ça va trop vite, là ça va moins vite. Là, on est dans un rythme ralenti. Tous les gens qui travaillent autour de la méditation, de la pleine conscience, etc., vous expliquent que c'est bien de vivre de façon plus lente. Donc il faut le prendre positivement. Et que le ralentissement permet de savourer. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on apprend à savourer? Accepte ce moment de lenteur. Et surtout en jouir. Parce qu'on peut en tirer beaucoup de satisfaction de la lenteur. Je me permets, il y a quand même une angoisse, qui n'est pas une angoisse d'acceptation de la situation. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce moment, se faire traverser par cette lenteur et dire après tout, c'est un moment de ma vie que je dois vivre avec plaisir. Sauf... Et là, je rebascule, que les DRH, eux, sont confrontés à des plans sociaux, à des salariés qui s'inquiètent, à des syndicalistes. Parce que là, c'est la réalité du quotidien qui frappe à votre porte et qui disent, moi, écoutez, j'en peux plus. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui de vos salariés. Il y a une forme d'angoisse parce qu'on... Oui, pour certains, ça s'accélère. Vous voyez, ça s'accélère. Vous voyez, si je peux vous avez entièrement raison. Pour certains, c'est ce qu'on disait sur le burn-out tout à l'heure. Mais encore une fois, il faut trouver le juste équilibre. Si j'arrive à faire en sorte que mes salariés acceptent beaucoup mieux ce qu'on est en train de vivre et y trouvent des éléments de satisfaction, le DRH va être très soulagé. Bien sûr.
Comment ça se passe, ça, dans cette espèce de réalité du quotidien entre ça s'est ralenti, mais j'ai peur que ma boîte ferme, vous ne me donnez pas d'infos, les syndicats avec qui vous négociez, eh bien, eux aussi vous mettent la pression. Donc je reviens à vous, excusez-moi, c'est quand même le DRH qui est quand même sacrément sous pression là. Oui, on a justement interrogé récemment nos membres pour avoir le pouls du terrain sur ce qu'on entend dans les médias, sur les vagues de plans sociaux. Donc, alors, il y a quand même un point d'attention parce que nos membres sont plutôt des PME et grosses structures, donc ne sont pas représentatifs du monde des arts du spectacle, restauration, hôtellerie. Ceux qui sont frappés de plein fouet. Qui sont frappés de plein fouet. Mais donc, sur les autres, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en tout cas, à ce stade, on a 78% de nos répondants qui nous disent nous, on est en stabilité d'effectifs et on se bat pour maintenir le business et pour ne pas rentrer dans les projets de C'est plutôt une PSE. bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rassurante pour le salarié. Ah non, mais il n'y a aucun doute. Ça, c'est important. Après, quand on regarde les chiffres de recrutement, on voit qu'il y a plutôt stagnation. Oui. Quand on regarde, et ces derniers mois, on a beaucoup investi sur les contrats d'apprentissage. 500 000 contrats d'apprentissage Ça a marché, ont été signés. c'est vrai. Ça a marché, juste un petit 500 000, point. c'est votre chiffre parce que 500 000. ça a évolué depuis Oui, quelques mais semaines. un petit point d'attention. Sur ces 500 000, on en a quand même 495 000 dans le secteur privé. Voilà. Quid du secteur public? Non, mais c'est important de le en tout dire. cas, Le public a moins joué le jeu que le privé voilà, sur cette en question. tout cas, sur les jeunes, cette catégorie, ça s'est plutôt bien passé et on voit que les chiffres sont bons. Après, un point d'attention sur les jeunes qui sortent et qui cherchent leur premier job. Cela, c'est important. Là, compliqué. Donc, et puis j'ai envie de dire à Eric Albert, la NDRH s'intéresse aux seniors. Il y a un débat aussi sur la psychologie des seniors. Avant Covid, ils avaient peur de perdre leur boulot après 50 ans. Le Covid leur donne le sentiment aussi que l'âge aidant, l'entreprise ayant un petit peu des difficultés, est-ce que c'est une population particulière? On parle de ces jeunes qui rentrent dans l'emploi, qui sont un peu fragiles psychologiquement pour certains, puis il y a aussi des seniors. Est-ce qu'on en parle assez de ces seniors? Est-ce qu'on les aide assez? Ils sont presque 1 million au chômage là aujourd'hui. Non, mais il est tout à fait évident que entre guillemets, la période est une période dans laquelle recruter un senior aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe par tout point de vue que de recruter un jeune. Mais ce que vous dites, c'est qu'on recrute peu. Le problème globalement, c'est que la masse globale fait qu'on recrute très peu. Et donc ça génère aussi de l'angoisse. Si évidemment. Non, mais on se dit. Alors pour cette génération là qui arrive sur le marché du travail, c'est extrêmement douloureux. Ça, il y a aucun doute. Sur ce sujet des seniors, au sein de la NDRH, on a une responsabilité et on est en train de travailler sur ce sujet-là. Et dans les entreprises, ce sujet est adressé aussi avec les partenaires sociaux. Donc il y a vraiment quelque chose. Et nos membres nous disent que les aides de l'État sur les jeunes, ça marche. La preuve. Peut-être qu'il faudrait aller... C'est le débat qui s'ouvre. Voilà, c'est le débat qui s'ouvre. Et nous, c'est peut-être un axe sur lequel on va porter... Beaucoup d'argent mis sur ces jeunes, alternance, avec des entreprises qui payent peu, finalement, quand elles embauchent. Il y a peut-être quelque chose à faire sur le Il y a peut-être une réflexion que la NDRH devra porter dans les mois à venir. Avant de nous quitter, excusez-moi, je m'adresse à vous, parce que vous êtes au contact avec ces salariés, avec ces entreprises. Est-ce que vous et votre expérience, Eric Albert, je le dis, vous êtes un spécialiste de cette question, est-ce que, comme le disait Bruno Le Maire, c'est une situation qu'on n'a jamais vue depuis 1945. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une forme d'étonnement total en disant c'est une situation totalement nouvelle pour nous? Oui, bien sûr, la situation est totalement nouvelle. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs aussi son intérêt, on est en train d'inventer d'autres choses. On invente une nouvelle forme de travail, on invente une nouvelle forme de relation à l'entreprise. On est en train d'inventer vraiment des choses très nouvelles. Simplement, il faut qu'on retrouve des éléments. Comme toujours, quand on est en situation de crise, on est en déséquilibre majeur. Il va falloir retrouver des éléments de crise sur cette nouvelle normalité dont je parlais. Et qu'on est en train d'écrire. Elle n'est pas écrite, cette nouvelle normalité. On ne sait pas vraiment encore. Bien sûr, on est en train de l'écrire. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui. C'est très angoissant et en même temps très beau à la fois, parce que quelque chose s'écrit. Je vous rejoins, un impact sur l'organisation du travail, un impact sur le lieu de travail aussi. Et je vous rejoins, c'est aussi ça qui est intéressant et c'est aussi incroyable d'être au cœur de ces changements-là. Et en tant que DRH, je peux vous garantir qu'on est en plein dedans et c'est aussi la richesse de notre métier. Oui, on vit une période historique unique. De la souffrance, mais en même temps une forme de stimulation
simulation aussi Oui, qui viennent se mêler. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Éric Albert, je précise que vous êtes chroniqueur et éditorialiste aux Échos depuis 2009, je ne l'ai pas précisé, auteur de plein de livres, je ne peux pas tous les citer, mais dont certains ont été primés. Je voulais quand même le signaler pour ceux qui s'intéressent de près à ces sujets. Audrey Richard, merci d'être venue sur notre plateau, présidente de l'Association nationale des DRH, près de 11 millions de salariés, et c'est 5000 membres, la NDRH, et des DRH qui, on l'a dit, pour certains sont évidemment un peu chahutés par cette situation historique. Merci à vous, c'est bientôt la fin de l'émission, ne bougez pas. Fenêtre sur l'emploi à la rencontre d'une entreprise. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs chez les DRH, Wanted, elle est basée à Londres, en Suisse, aux États-Unis. C'est une entreprise qui recrute des pépites sur la base du salaire. Vous voulez combien de plus vous voulez 20%. Eh bien on va vous trouver une entreprise. C'est tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi en visio avec une entreprise assez incroyable et son fondateur, Jean Meyer. Jean Meyer, bonjour. Bonjour. Fondateur de Wanted. Vous nous parlez de Londres. Racontez-nous ce concept de plateforme qui agrège des talents. En préparant l'émission, vous m'avez dit c'est très simple. Alors là, j'ai tout compris. Vous demandez à Messi combien il veut pour quitter le Barça alors qu'il n'a pas envie de quitter le Barça. Et si Messi vous dit, si vous me trouvez un club qui me donne 30% de plus que le Barça, bon, il est déjà très bien payé au Barça, peut-être je m'en vais. C'est un peu ça l'idée de Wanted. Alors, c'est exactement ça, dans le sens où, en fait, Wanted, à la base, on hésitait entre le nom Wanted, qui marche très bien pour le marché américain, et le nom Mercato, donc, qui explique vraiment du coup ce que c'est. C'est d'aller voir des talents, essentiellement des talents passifs, qui sont très heureux dans leur boîte, leur dire, voilà, je suis sûr que tu es très heureux chez Amazon, par exemple. Maintenant, je suis sûr qu'on a tous un chiffre, on a tous un prix, on a tous un salaire pour lequel on considérerait éventuellement une autre offre. Et ben moi, voilà, donne-moi ce prix-là, file-moi ton CV, et je reviendrai vers toi uniquement si j'ai une opportunité à ce prix-là ou au-dessus. Oui, voilà. Et ça, c'est le discours qu'on donne à talent, et c'est un discours qui résonne beaucoup, en tout cas chez eux. Jean Meyer, c'est intéressant ce que vous dites parce que évidemment, on ne quitte un emploi que lorsqu'évidemment on a un mieux de salarial. Votre valeur ajoutée, Jean, c'est quand même le fait d'aller chercher ces pépites. Il faut les trouver. Comment vous les détectez? Il y a un énorme travail de sourcing. Ouais, c'est complètement vrai. On est une toute petite start-up de 5 personnes et en même temps, on emploie plus de 350 recruteurs indépendants qui bossent exclusivement pour nous. Donc, je ne sais pas combien il y en a, par exemple, chez Amazon ou chez Facebook, mais typiquement, Facebook utilise Wanted parce que on a un vivier de recruteurs qui va aller chercher sur différents canaux, que ce soit bien sûr LinkedIn, mais aussi Stack Overflow ou d'autres plateformes, ces pépites, et qui va les contacter en leur disant voilà, nous on a juste besoin de ton prix pour lequel tu bougerais et ton CV, et on te recontactera plus tard quand l'occasion s'en fera sentir. Finalement, vos pépites, c'est un peu effectivement comme le marché du sport, le mercato, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bien dans un club, mais qu'on a envie de voir ailleurs, qu'on a envie de gagner plus. Ouais. Ça représente combien de salariés, là, ces pépites? Parce qu'on n'arrive pas à situer le nombre de personnes que vous touchez. Et c'est quel niveau, finalement, de salariés? Alors, on est plus sur du mid-level management, donc des gens entre 3 ans et 7 ans d'expérience. On va très rarement se focaliser sur ce qu'on appelle les C-level ou le top management, parce que c'est notre travail et c'est notre métier. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien comprendre chez Wanted, c'est que oui, on met le salaire en avant et tout le monde a tendance à argumenter que le salaire, il n'y a pas que le salaire, évidemment, il y a d'autres éléments et nos talents en premier. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est on va mettre le salaire tout de suite de côté. On sait qu'il va payer vos factures, il va payer votre loyer, il va payer vos besoins de vie élémentaires, etc. Et afin que vous puissiez vous focaliser sur le reste, c'est-à-dire le projet, l'équipe, la culture. Ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs les boîtes commencent à changer leur process, c'est qu'on va se taper 3 à 4 semaines d'entretien avec différentes personnes, avec différents tests, etc. Pour au final, après 1 mois et demi, se retrouver face à un DRH qui va nous faire une offre et un salaire. Et parfois, ce salaire, il ne convient pas. Et on a fait perdre du temps à tout le monde, et à la boîte, et à nous-mêmes, et c'est très dommage. On va commencer à avoir des boîtes un petit peu comme eBay qui changent leur process et qui appellent directement les talents, même avant de commencer le premier entretien, et qui leur disent voilà, le salaire, ça va être ça. Est-ce que ça vous convient? Et si ça vous convient, on commence un processus de recrutement.
Merci. Et de plus en plus de boîtes sont en train de changer leur process comme ça. Merci Jean, c'était un plaisir. J'ai envie que vous reveniez, qu'on vous voit vraiment en vrai, parce que la liaison, comme on dit à la télévision, elle n'était pas très bonne. On vous a évidemment entendu par téléphone, parce que c'est très innovant et c'est très jeune cette idée. J'aimerais bien que vous reveniez si un jour vous faites un détour par Paris et que vous puissiez vous asseoir sur le plateau de Smart Job. Wanted, c'est la création de Jean Meyer, fondateur, avec le choix entre soit Mercato et Wanted. Vous avez choisi Wanted, mais Mercato était très clair pour comprendre votre business. Merci Jean. Bon vent à Londres ou à New York, je ne sais plus où vous êtes. En tout cas, si vous faites un détour par la France, n'hésitez pas. Venez nous faire un coucou. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Elle était riche aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griesmer, merci à Kylian Soula pour la réalisation. Et puis merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. À demain, en direct, évidemment. Venez nous rejoindre. Ce sera à 10h. Et puis, d'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye. À demain.